Salut les fous du vintage! Est-ce que vous savez que Jacques Mayol est à l'apnée ce que le commandant Cousteau est à la plongée sous-marine? Un véritable monument de l'aventure à la française. Jacques Mayol a même les honneurs d'Omega qui, sur son site internet, rappelle son record de plongée en apnée à 101 mètres en 1981, équipé d'une Seamaster 120. Ils sont sympas Omega, ils ont juste oublié de rappeler sur leur site internet que cette Seamaster était à quartz. Quelle honte! Et non, pas quelle honte, justement. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui avec Alexandre, un grand collectionneur d'Omega Seamaster à quartz, et on va découvrir des modèles absolument fabuleux. C'est parti pour un nouvel épisode de Petite Montre entre amis. Salut Alexandre. Salut Xavier, bonjour à tous. Ça va? Ouais, ça roule bien. Les amis, vous ne savez peut-être pas, mais aujourd'hui, il neige, il fait très très froid, c'est quand même l'opposé de l'apnée quoi. On est un peu loin en effet, ouais. Bah ouais, pas facile les amis, mais vous allez voir, on va se régaler, on va vous amener la banane, un sourire magnifique avec la Seamaster 120 de Alexandre, dite Jacques Mayol. Exactement, ouais, Jacques Mayol. Alors c'est assez étonnant parce qu'en termes de catalogue, ça n'a jamais été référencé comme tel. Ouais. Et elle est même appelée la plongeur de luxe. À vrai dire, j'ai beau faire des recherches, il y a quand même assez peu de documentation sur ce sujet. Alors, est-ce que tu peux nous la montrer? Oui, certainement. Donc avec une boucle déployante. Waouh! Et extensible. Comme très souvent sur les plongeuses, on retrouve ce système de façon à pouvoir la porter même avec la combinaison de plongée en néoprène et qui plus est en néoprène assez épais. Donc voilà, ça permet aussi de toujours la porter. Elle est de quelle année? Elle est de 1981. 1981, Ouais, eh oui. fait. La date donc de son dernier record. Donc de son avant-dernier record. 83, son Exactement, dernier record. ouais. Les amis, vous tapez Jacques Mayol sur Wikipédia ou quoi que ce soit, vous allez trouver plein d'infos. Je peux l'essayer? Ouais, bien sûr, avec plaisir. Alors j'ai un tout petit poignet, je ne sais pas si tu vas réussir à la passer, mais justement peut-être qu'avec l'extension, tu y arriveras. Alors effectivement, quand je regarde là le truc, je me dis waouh, là on vient de battre le record du monde de petites montres entre amis, de plus petits poignets. Alors une boucle déployant, ah effectivement, ouais, je devrais pouvoir la passer. Extra plate. Ah ouais, 7 mm d'épaisseur. Bah, tout l'intérêt d'un mouvement quartz, il faut bien qu'il y en ait quand même. Ah ouais. Là, dites-moi si vous trouvez qu'elle me va bien. Parce que moi, je trouve qu'elle me va bien quand même. Alors, tu l'as acheté il y a combien de temps? Je l'ai acheté il y a 2 ans et demi maintenant. Ouais. Ouais, à un marchand que je salue d'ailleurs, Théophile. Ouais. Voilà, un passionné aussi. Théophile, c'est son métier de vendre des montres? C'est son métier, ouais, exactement. Comment tu veux en faire la promotion de Théophile? Il a un compte Instagram, il a quelque chose? Il a un compte, c'est Slogan Watches. Voilà. Voilà, slogan comme slogan ou... Exactement, comme slogan. Voilà, Slogan Watches, on est quand même sur une chaîne francophone, donc c'est Slogan Montre, et vous le traduisez en anglais si ça marche, et vous le trouvez sur Instagram. L'un des sujets quand même, c'est parler des montres à quartz, on va dire pas de première génération quand même, mais presque, entre guillemets. T'es arrivé dans cette idée-là avec cette montre-là Non, le quartz, j'y suis arrivé un peu bêtement dans mes jeunes années avec ma première Flic-Flac qui évidemment était à quartz. Mais donc là, c'était sans un choix manifeste de ma part. Pour arriver à ce modèle-là, en fait, j'y suis arrivé un peu par hasard en flânant bêtement sur Instagram. Ouais. À l'époque où je cherchais de nouvelles montres à acquérir, j'ai un côté un peu obsessionnel quand je m'intéresse à une montre. J'ai vraiment envie de tout savoir avant de déclencher un achat. Et donc je me suis beaucoup renseigné, j'ai beaucoup cherché, j'ai surtout beaucoup cherché un modèle en bon état. Ouais. Et voilà, jusqu'à le trouver. T'es tombé sur celle-là. Alors, c'est quel format ça? Donc ça, c'est un 37 mm. 37 qui a la particularité pour une plongeuse d'avoir un fond clipsé. Donc autant te dire que quand je vais chez Omega, même eux aujourd'hui, me disent mais comment on a pu aller à plus de 100 mètres de profondeur avec une montre à fond clipsé, simplement. Ouais. Et de fait, c'est assez fou. Ouais. Effectivement, fond clipsé, extra plate. 7 mm d'épaisseur. Ouais. 7 mm d'épaisseur.
Bon, vous le savez les amis, j'ai une Royal Oak. Donc forcément, quand je vois un bracelet comme ça, qu'on peut qualifier de bracelet intégré aussi. Complètement, ouais, tout à fait, il est vraiment intégré au boîtier. On a un ADN commun. D'un autre côté, Genta a travaillé pour Omega pendant des années. Hein. Notamment pour la constellation à peu près dans ces années-là, enfin un peu avant. Mais, ouais, c'est ça, ok. Qu'est-ce qui te plaît dans ce type de montre? Parce que là, tu as tout d'une plongeuse, tu as un bracelet qui est quand même, on va dire, plus... qu'on n'imagine pas vraiment être un bracelet pour une plongeuse. Non, alors j'aime beaucoup la fluidité du bracelet, je le trouve très léger. Ouais. J'aime évidemment la finesse du boîtier, je vais pas te faire le rappel avec mon tout petit poignet, je trouve que c'est quand même un peu plus élégant d'avoir une montre plutôt fine plutôt que quelque chose d'un peu plus massif. Ouais. Donc voilà, c'est vrai que moi dans l'horlogerie je vais souvent chercher la finesse et là je reconnais qu'avec ce calibre j'ai vraiment été servi. Par le passé, j'ai eu l'occasion d'avoir ce modèle-là qui est sorti en fait en 3 tailles. Ouais. Il est sorti donc le 1337, c'est le modèle maxi en 37 mm. Il y a également le modèle… Attends, 1337, le 37 il est là pour la taille ou c'est Non, c'est le numéro de calibre, c'est le numéro de calibre de la manufacture. Ok, donc là quand tu dis calibre pour une montre à quartz, les amis, là c'est le calibre à quartz. Exactement, tout à fait. C'est le mouvement, de cette montre. Mais est-ce que pour autant, quelle est la référence de cette montre? C'est la 1337. 1337. Ouais. Donc en fait, à l'époque, les montres comme ça, avec comme référence le nom, la référence du calibre. En référence, c'est la Omega Seamaster 120. D'accord. Sauf qu'évidemment, en Seamaster 120, je te fais pas le laïus, chez Omega, des Seamaster 120, il y en a un milliard. Oui. Donc après, il y avait juste un numéro qui les différenciait. Mais à ces époques-là, pour autant, il n'y avait pas de référence vraiment actée comme aujourd'hui. Ok. Voilà. Ok. Donc un calibre à quartz 1337. Ouais. Tu disais 3 tailles différentes. Exactement, donc il y a le modèle maxi qui est le plus connu, c'est celui-ci. Il y a ensuite un modèle intermédiaire, le midi, qui est appelé comme ça par la marque. C'est le modèle 1430, qui fait 35 mm. Pardon. Et après, il y a un modèle féminin, le mini, qui alors lui, je dirais pas de bêtises, j'ai un peu oublié, c'est le calibre 1380, j'ai oublié la taille du calibre, qui est donc encore plus petit. Et il y a eu 3 déclinaisons après de matériaux. Il y a eu la toute acier. Attends. Allez, les amis, on est tombé sur l'encyclopédie, donc faut qu'on suive. Ça, c'est le modèle midi. Maxi, midi, mini. Exactement. Ok, ça on a compris. En acier. Et ils l'ont fait en d'autres matériaux? Ils l'ont fait exactement, ils l'ont fait en bicolore que je vous présenterai tout à l'heure. Et après, le Graal que je cherche donc depuis 4 ans maintenant, que je n'ai jamais vu ailleurs qu'en photo Omega officielle, c'est un modèle tout en or que je n'ai jamais vu. D'accord. Aucune documentation sur internet, aucune photo. Okay. Donc les amis, si vous trouvez ou si vous avez, n'hésitez pas à envoyer ça à Xavier, je serais vraiment ravi de pouvoir en voir une vraie. Avec grand plaisir, tu nous la montres cette Biton? Voilà. Et la voici. Elle est là. Voilà. Donc la Biton, c'est vraiment le modèle de Jacques Mayol. C'est celle qu'il portait donc pendant sa descente à 101 mètres. Ouais. Il y a des photos effectivement où là très clairement Mayol était sponsorisé par Omega, où les combinaisons de toute son équipe et Jacques Mayol lui-même était logoté Omega. C'est vraiment sympa. Et oui, donc 2 modèles. Ah ouais, c'est vraiment exactement les mêmes. On retrouve un jeu d'aiguilles heure minute bien connu chez Omega. Exactement. Et puis là on a la trotteuse en or côté Biton et trotteuse acier sur celle qui est en acier. Exactement. Ouais. Et alors cet acier a la particularité d'avoir des index très longs, contrairement aux autres. Ouais. Si tu fais attention, il y a la trotteuse comme les minutes et les heures qui sont beaucoup plus longues que sur l'autre. Ouais. Je m'explique pas cette particularité, alors que par la suite j'ai eu la grande chance de trouver NOS, un cadran et un jeu d'aiguilles qui eux ont la petite taille. Ouais. Donc je m'explique toujours pas pourquoi c'était les grandes tailles. Est-ce que c'est suite à un service, je ne sais pas. Mais pour autant ce sont bien des officiels Omega. Mais... Si vous vous souvenez, les amis, est-ce que tu l'as vu cet épisode avec Olivier qui est venu plusieurs fois sur la chaîne, qui a participé à Watch Out aussi. Là, on est début des années 80. Exactement. Ouais. Je ne serais pas étonné qu'à l'époque, Omega soit encore comme une boîte d'il y a 40 ans, c'est-à-dire bien structurée, mais pas comme aujourd'hui. Et que, tu vois, entre un modèle et un autre, une référence et un autre, la MK2, tu sais, qui suit la suivante, à un moment ou un autre, il me reste un cadran, il me reste des cadrans et des jeux d'aiguilles. Et en fait, j'ai une série qui est intermédiaire,
qui porte le nom de la nouvelle, mais qui en fait embarque des attributs de l'ancienne. Exactement. L'exemple que je peux vous donner, les amis, là-dessus, vous savez que j'ai une speed 145-22-69, donc qui a été faite en 1970. Et ben, aussi paradoxal que ça puisse paraître, normalement, elles sont toutes avec le cadran imprimé Omega, mais il y en a quelques-unes où il y a le logo Omega en implique, qui théoriquement en fait une 145-12. D'accord, mais il s'avère simplement qu'il leur restait des cadrans au moment où ils ont sorti la 145-22. Donc ça ressemble, mais ça n'en est pas une. C'est peut-être la même logique où effectivement les aiguilles ont des... Mais de même, voilà, pour une manufacture qui est bien connue de nos amis, chez Rolex, dans ces années-là, ils avaient également aussi l'habitude de prendre des pièces d'autres modèles. Voilà, c'était pas, Exactement. C'est pour ça que le côté... tout est d'origine, etc. Ouais, enfin, quand c'était le bordel il y a 40 ans, dire que tout est nickel aujourd'hui, bah, au mieux c'est nickel comme c'était bordélique il y a 40 ans. Exactement. Voilà. Je les porte comme ça, je les touche là. Il y a celle-ci là, la Biton. Je pense qu'elle a été moins portée. Elle a le bracelet qui est encore un peu plus rigide. Qui est un peu plus rigide. Ouais, ça c'est. Et la troisième, tu le verras, a encore un bracelet qui, lui, on a l'impression sort de manufacture. Ouais, on était Biton, toi tu cherches celle en or. Ouais. Donc celle qui nous a ramené la troisième, c'est laquelle alors? Eh bien, c'est une autre tout acier. Ouais. Que j'ai eu la chance d'acquérir il y a maintenant un mois tout rond. Ouais. De la trouver full set, ce qui pour moi, alors bon, je suis pas un fêlé fendu du full set à tout prix. Là, le seul intérêt qu'il y avait pour moi d'avoir le full set, c'est qu'il y avait le booklet d'origine et que je ne l'avais jamais vu. Et ça a quand même un grand intérêt, c'est que quand on regarde le boîtier, sur le côté droit, Maintenant tu sais à quoi, il va nous dire à quoi sert le petit bouton qu'il y a à 14 heures. Exactement, c'est-à-dire que contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas une valve à hélium. C'est tout simplement le bouton poussoir pour régler les minutes et les secondes. Eh ouais, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Parce que la couronne ne permet de changer que les heures. Eh oui. Eh oui. Ça, c'est les petites subtilités des modèles à quartz Omega. En tout cas de ce calibre 1337 qui d'ailleurs est équipé sur bien d'autres Seamaster également et qui a donc de fait exactement. Et il y a les Omega Mega Quartz, je pense que tu en as aussi, où là pour le coup il y a deux boutons. Hein. Un bouton de réglage des minutes et l'autre bouton, enfin le réglage des minutes et des heures et l'autre bouton je crois qu'il te fait avancer la seconde pour avoir le réglage fin en termes de précision puisqu'il n'y a pas de stop seconde. C'est bien ça. Voilà, c'est ça la problématique. Alors, effectivement, sur la deuxième là on voit clairement, ah oui, quand on la pose à plat, regardez les amis la différence, je ne sais pas si vous le voyez, voilà, j'ai les deux dans mes paumes de main sans les faire tomber et effectivement, il y en a une qui est complètement à plat sur ma main droite et sur ma main gauche ici, vous voyez, elle est comme une Royal Oak en fait. Exactement. On peut pas la plier. Ce qui montre qu'elle a été très très peu portée. Exactement. Ouais. Alors j'ai une petite question pour toi et c'est évidemment une question, je pense, qui va vous intéresser les amis. Vu de loin comme ça, bon, la différence, ok, en termes d'état, on est quand même assez proche. Voilà. Sauf que celle-ci, ça c'est celle que tu portes tous les jours. Tout à fait. Celle-là, c'est un peu elle est immaculée, celle-là. Voilà, celle-là. La différence dans les deux, c'est que ici on a un cadran qui a absolument pas bougé, et là on a un cadran qui commence à, je le fais exprès pour vous chauffer et te chauffer aussi, qui commence à merdouiller. Non. Voilà. Le fameux merdouillage du cadran, en fait c'est la patine du temps, quoi. Hein, je vous chauffe les amis parce que ça patine, ça truc, c'est spider, c'est chocolat, c'est trucs. On peut prendre des mots super poétiques ou alors prendre des mots, ah putain, il est tout dégueulasse, il est piqué ton truc, quoi. Voilà, c'est ce qui fait le charme. Hein, exactement. Comme je le disais précédemment, à vrai dire, j'ai eu donc l'occasion d'acheter un cadran NOS et un jeu d'aiguilles NOS que j'ai. Et pour autant que j'ai jamais voulu faire monter parce que précisément, comme tu le suggères, voilà, moi je trouve que c'est aussi cette patine qui donne ce charme à cette montre. Bah oui. Et donc pour l'instant, je n'ai toujours pas fait le changement et voilà, j'ai acheté ce set de cadran et d'aiguilles en me disant bon, peut-être un jour ça servira, mais c'est bien. J'ai toujours pas fait le changement. C'est bien que tu le précises parce qu'on voit bien que effectivement,
Sur celle-ci qui est en état, on a vraiment l'impression qu'elle sort de sa boîte, hein. Les aiguilles sont heure-minute sont toutes blanches. Ouais, c'est incroyable. Et là, elles sont un petit peu coquille d'œuf. Ah, c'est beau, coquille d'œuf. Hein, ça fait, tu vois. Hein, c'est très imagé, on voit bien. Vanille et tout ça, bah voilà, écoutez. Donc chacun voit midi à sa porte. Mon message, c'est ça quand même le fond du sujet. Bon, c'est avant tout le sujet, je pense, dans l'horlogerie. Je pense qu'aujourd'hui, évidemment, il y a un peu trop de considération monétaire, en fait, tout simplement. Je pense qu'il faut avant tout que ce soit non pas une passion, mais que ce soit une émotion qui se crée. Moi, la première fois que j'ai vu ce modèle, tout de suite, je me suis dit, il faut que ce soit pour moi. Je l'ai vu à mon poignet, je l'ai imaginé, je me suis dit, c'est sûr. Alors, oui, ce qui est absolument génial avec toi, Alexandre, c'est que donc on a un invité, mais qui est tellement barré qu'il a acheté les deux mêmes montres. C'est les mêmes, voilà, mais dans des états différents. Mais t'es pas tout seul. T'es pas tout seul parce que les amis, vous le savez, je vous en avais parlé. Est-ce que je l'ai déjà réellement montré? Je ne sais pas. Là, je gère le coup Master Quartz TV Dial, voilà, un style que j'aime beaucoup, années 70. Et ben, j'ai racheté la même. Donc, en fait, voilà, vous avez bien caché ça. Voilà, et voilà, j'ai les deux mêmes, les amis. Pourquoi? Je sais pas. Ah si, ça me plaît de les avoir. À quoi ça me sert? À rien d'en avoir deux. D'ailleurs, à quoi me sert la première? À rien non plus, d'accord? Si ce n'est à être très content, à la regarder, à la bichonner et tout ça. Qu'est-ce que vous voulez? C'est ça, la magie des montres, ça s'explique pas. Puis quand il n'y a rien à dire, ben on dit rien. C'est comme ça. Ah ouais. C'est comme ça. Donc là, tu as 3 Seamaster 120 à quartz. Tout à fait. T'es comment? Alors, pas les 3, mais ces deux-là, on va dire c'est les mêmes. C'est quoi ton petit adjectif qui les qualifie, celle-là? Alors j'y ai un peu pensé, évidemment. Oui. Et mon adjectif serait abyssal. Abyssal? Abyssal. Alors bon, je ne veux pas faire d'ombre aux possesseurs de Deep Sea, notamment et même encore plus la Deep Sea Challenge pour les rares heureux possesseurs. Mais oui, abyssal quand même parce que voilà, cette montre est vraiment intimement liée à Jacques Mayol, et d'ailleurs c'est pas pour rien qu'elle porte son nom. Et donc oui, je pense qu'il faut forcément lui faire un peu, faire référence à ce grand homme et à ses performances. Et à l'époque, voilà, partir en apnée à 101 mètres, c'était absolument incroyable. À noter quand même qu'il avait 54 ans quand il a établi ce record. Ouais. Donc tu as encore un peu de marge, Xavier. Ouais, c'est bon les amis. Et il était sacrément fit, quasiment comme moi, Jacques Mayol. Et je crois que ça, c'était 101 mètres. Et après, il a fait 105 mètres. Et après, deux ans plus tard. Exactement, il a battu un record à 105 mètres. Ouais, tout à fait. Ouais. Évidemment, on pense au film Le Grand Bleu de Luc Besson, qui a fait finalement, beaucoup rendu populaire l'apnée en France, tout à fait, évidemment, et qui relate l'histoire notamment de Jacques Mayol et de sa relation fusionnelle avec la mer et évidemment concurrentielle avec Enzo Maiorca. Voilà, qui était Enzo Molinari dans le film. Exactement. Voilà, et qui d'ailleurs, pour la petite histoire, Enzo Maiorca a très mal pris la vue de Besson, de son personnage, et a quand même réussi à faire interdire le film pendant 14 ans en Italie. Donc oui, de fait, il l'a vraiment mal pris. Ouais. Bah écoutez, oui. Pourtant, quand on réfléchit, nous, francophones, Enzo Molinari, Jean Reno, on s'en souvient comme d'une légende, d'un personnage attachant, truculent. Peut-être malheureusement la caricature de l'italien. Et pour un Italien, c'est inacceptable. C'est un peu comme si un réalisateur italien faisait un film avec un plongeur français qui arrive sur le bateau avec sa baguette et son béret. Quoi. Ouais, on pourrait dire, mais c'est pittoresque. Et non, mais attends, c'est un scandale. Et puis après, personne n'aime mettre Poulidor. Hein, donc c'est vrai que dans le film, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, tout dépend où on se place. C'est quoi le petit détail que tu préfères sur cette montre? Le détail, évidemment, c'est le bracelet. C'est le bracelet intégré, qui est sans conteste un rappel de la Royal Oak. On ne va pas revenir dessus, c'est une évidence. Mais qui évidemment me plaît beaucoup, et la finesse du boîtier. Voilà, ce sont vraiment les deux choses qui me plaisent énormément sur cette montre. Ce que je trouve très sympa de mon côté, évidemment, on est d'accord avec ça, c'est la lunette. La lunette crantée, avec des crans très particuliers, complètement carrés, assez original et assez différent.
en termes d'insert comme ça, de ce qu'on peut voir sur d'autres modèles. Et puis la forme de la carrure au niveau de l'attache du bracelet, là, qui est vraiment particulier. Tout à fait. Il y a un joli polissage aussi qui est fait. Alors évidemment, ça, vous ne pouvez pas le ressentir, les amis, mais vous savez que je suis un grand fan du vintage aussi. Là, on a Diabolo, je suis Satanas, ou inversement, vous connaissez la chanson. Là, vous avez une montre des années 80 où à l'intérieur, il n'y a pas un calibre où l'objectif, c'est de faire le moins cher, du moins cher, du moins cher, du moins cher. On est encore dans un usinage, dans une façon sur toutes les autres composantes de la montre qui sont, on le sent, extrêmement quali. Exactement, c'est vrai que moi je suis assez fan de montres quartz globalement et je te remercie donc de l'invitation parce qu'effectivement ça me permet de venir défendre un peu bec et ongle ce type de mouvement et aussi de faire passer le message que les montres quartz ne sont pas toutes des montres bonnes achetées à la poubelle et très loin de là, donc tous à vos tiroirs les amis. Mais et c'est vrai que quand les marques un peu premium entre guillemets se sont finalement intéressées au quartz après avoir eu un premier vent de panique, ont quand même réalisé des mouvements assez impressionnants. Donc Omega avec ce 1337. On peut aussi parler évidemment de Rolex que tu connais bien et que tout le monde connaît bien ici, mais beaucoup moins la Oyster Quartz avec son mouvement 50-35. Et enfin Audemars Piguet qui aussi a fait des Royal Oak, Royal Oak à quartz avec notamment le mouvement 56. Là on est en 81. Exactement. 81, donc c'est peut-être la période la plus sombre en termes de volume de montres en Suisse. En 10 ans, ils ont perdu 60% de leur volume. Mais on est encore dans une logique d'innovation, de recherche, avec des choses hybrides. Et en fait, cette montre, elle est hybride dans le sens où elle a tout d'une montre de plongée, quand vous enlevez le bracelet, c'est-à-dire une lunette unidirectionnelle. Voilà, une couronne protégée. Alors, une couronne protégée mais qui n'est pas vissée. Ouais, mais ça ne change pas qu'elle est étanche. Ce que je veux dire, c'est que si tu enlèves le bracelet, c'est une montre de sport. Ah oui, tout à fait. Une vraie montre de sport. Si tu mets le bracelet, là, tu as une vraie montre de sport chic. Et non pas le sport chic type Nautilus, Royal Oak, Laureato et compagnie, etc., qui n'avaient aucune vocation sportive, qui n'avaient pas d'étanchéité, qui n'avaient rien du tout, qui étaient juste pour faire joli, mais on sait que c'est devenu un peu des icônes. Et d'ailleurs, les amis, si vous ne l'avez pas vu, j'ai fait un petit stand-up, etc., pour revenir sur la fin d'une icône, là, avec le retrait de la 5711 en acier de Nautilus, pas pour aller sur les poncifs de les méchants, il y a des listes d'attente, les spéculateurs, le prix, mais pas du tout, mais plutôt sur la poésie de qu'est-ce qu'une icône. Et évidemment, quand une icône s'en va, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est comme quand le roi meurt, vive le roi. Il y en a toujours une autre, et en fait, attention à l'arbre qui cache la forêt. Et c'est un peu ça le message aussi aujourd'hui, c'est que combien ça coûte un modèle comme ça? Aujourd'hui, sur le marché, dans cet état-là, on va être aux alentours de 2300-2500 €. Voilà. Donc, soit vous vous dites, c'est un scandale pour une montre à quartz, soit vous vous dites, c'est un morceau d'histoire, de l'histoire horlogère, comme n'importe quel autre modèle. Ça a 40 ans, c'est capricieux comme de l'électronique qui a 40 ans. Oui, capricieux, non, on va pas se mentir, ça reste quand même. C'est aussi l'intérêt du quartz, c'est que c'est infiniment plus précis que n'importe quelle montre mécanique je automatique. parle pas de la précision là, je parle de quand ça marche plus, qu'est-ce qui se passe? Alors, la première chose évidemment, c'est d'aller changer la pile. Oui. De fait, après, si ça marche pas, aujourd'hui, rares sont les horlogers qui sont spécialistes en quartz. Voilà, c'est ça. Donc il faut accepter le risque d'objets avec une électronique qui date et où malheureusement les horlogers de formation ne vont pas du tout sur ces sujets-là parce que là clairement il faut un voltmètre
Il faut pouvoir tester plein de choses, alors qu'en fait, c'est pas très compliqué, non, c'est pas compliqué à faire fonctionner. Et à vrai dire, pour la petite anecdote, un petit message à Julien de Quantième, qui se reconnaîtra. On a eu un sujet sur une Audemars très récemment, une Audemars 6005. Donc c'est pourtant une Royal Oak, mais c'est le modèle rectangulaire, qui est donc une quartz. Qui ne fonctionnait plus, qui a été apporté chez Audemars et là Audemars a dit qu'ils étaient désolés mais que voilà, eux garantissaient leurs pièces et leurs mouvements pendant 15 ans et que là ils ne pouvaient rien faire. Donc voilà, donc Julien est sorti un peu la queue entre les jambes en ne sachant que faire de sa jolie montre. Et bon, là heureusement avec toutes mes recherches et ma connaissance aiguë du quartz, j'ai pu lui trouver une solution. Donc c'était quoi la solution? C'est de trouver quelqu'un? Alors la solution, c'est pas de trouver quelqu'un. Écoutez, du coup, je donne le tips aux amis. C'est que donc c'est un mouvement 25-11 qui est dans cette Audemars. Et en fait, c'est exactement le même modèle que le mouvement Omega 13-20. Donc il suffit de récupérer en l'occurrence une roue de couronne sur un calibre 13-20 et de le mettre sur cette 25-11. Ouais, donc là on touche à un sujet. Tu vois, faire ça sur une montre 100% mécanique, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que là, tu perds quand même une partie de ce que t'amène fondamentalement une montre qui est éternelle en termes de fonctionnement. Tu vois, si tu t'en prends soin, si tu fais gaffe à la corrosion, etc., une montre mécanique, ça repartira toujours. Alors ça repartira, il n'empêche que s'il manque la pièce et que la pièce n'existe plus, dans tous les cas… ok. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je pense, les amis, qu'un truc qui est parfaitement acceptable, et de toute façon, c'est ce qui se passera, c'est que lorsque votre mécanisme, en partie électronique ou totalement électronique, commence à ne pas fonctionner, à un moment ou à un autre, c'est quand même la beauté de la pièce, son usinage, sa façon extérieure. Et donc, à l'intérieur, faire vivre cette montre avec quelque chose de plus récent, quand bien même il n'est pas d'origine, pour moi, ça, c'est pas du tout un problème. Comme sur, je pense, dans les 5, peut-être pas 5 ans, mais 10, 15, 20, 30 prochaines années, certes, le législateur l'imposera probablement dans les autos anciennes qui n'auront plus le droit de rouler. Le standard deviendra, je ne sais pas, l'hybridation, puis le fonctionnement 100% électrique, qui sera la condition sine qua non pour ce que tu aies le droit de rouler. D'ailleurs, il y a déjà quelques garagistes qui font des transformations. Qui font ça, voilà. Et même sur des anciennes, les amis. Après, bon, c'est pareil, quand on est un peu puriste, je pense qu'on n'a pas très envie d'aller changer le calibre d'origine. Moi, ça ne me choquerait pas, ça. Pour une montre comme ça, où, je veux dire, on est sur une approche pas conceptuellement périssable. D'accord? Parce que ce n'était pas le cas à l'époque, mais qui s'avère qu'à un moment ou un autre, tu vois, je veux dire, tu as une bobine là-dedans, tu as un quartz, à un moment, si tu dois le changer, tu le changes, quoi. Donc, après, donc qu'est-ce qui reste à l'intérieur? Le changer, oui, mais bon, au moins pour garder quand même un mouvement de manufacture ou quelque chose comme ça. C'est vrai que, en vrai, j'ai déjà eu malheureusement l'amère expérience avec, encore une fois, une Audemars 6005, une Royal Oak rectangle. Et je l'ai envoyé chez Audemars pour obtenir un extrait de registre et là j'ai eu un retour et ils m'ont dit le mouvement n'est pas d'origine, on peut rien faire. Je dis mais comment ça pas d'origine? Moi qu'il soit pas d'origine en soi j'en avais rien à faire. Mais ils me disent non, il n'est pas de chez nous. Donc déjà ça veut dire que la montre elle est même plus approuvée par la marque. Et à partir de là, donc heureusement je l'avais acheté à un professionnel qui évidemment me l'a reprise, il n'y a pas eu de sujet. Mais c'est vrai que ça revient au même que d'avoir une Ferrari avec un moteur Clio. Qui en veut? Personne. Ok, non mais là, qui en veut? Mais parce qu'aujourd'hui c'est comme ça. Moi je projette simplement, je réfléchis. Alors moi ma projection elle est un peu différente. Moi mon avenir il est que, ce que moi j'imagine en tout cas, c'est de dire qu'il y a de plus en plus de jeunes notamment qui s'intéressent à l'horlogerie et donc qui font des formations horlogères. Et je pense sincèrement, vu en plus le marché, je pense qu'il va y avoir de plus en plus d'horlogers qui vont s'intéresser au mouvement quartz parce que le marché va être là et donc mécaniquement, il y aura besoin de réparateurs horlogers quartz et j'y crois vraiment. Ouais. Et c'est magique les amis, on va être de plus en plus nombreux sur le sujet et puis de toute façon,
Il y a tellement de modèles. Une Seamaster comme ça, des années 80, Seamaster 120 mécanique, ça coûte une tonne. À un moment ou un autre, c'est tellement cher, voire c'est tellement rare, si c'est un modèle qui n'a pas été beaucoup produit, qu'à un moment ou un autre, ça dégouline. Tu vois, ça va sur des modèles périphériques. Par capillarité, il y a d'autres modèles en fait, auxquels les gens s'intéressent. Au départ par manque de moyens, après et surtout par intérêt. Et qui de fait sont tout aussi intéressants bien sûr et valent le détour et de très loin. Eh bien, les amis, j'espère que tout ça, ça vous a convaincus. On passe à la séquence suivante. Souvenir. Écoute, on s'est régalé. Tiens, je te remets la lunette unidirectionnelle en place. Comme ça, si tu dois rapidement plonger en apnée. Sachant que chez les puristes, ou du moins les aficionados de ce modèle, il y a un éternel débat qui est de dire est-ce qu'il faut mettre l'index triangle en haut ou en bas? Et à contrario, le rond en haut ou en bas. Est-ce que tu sais ce que je pense des puristes, moi? Oh bah. J'ai envie de leur dire aux puristes, chacun fait comme il veut. Moi, je te l'ai remis en haut. Après, je suis comme toi. Voilà. D'ailleurs, ce serait assez étonnant quand même, ce truc-là, mais pourquoi pas, hein? Mais tout ça, ce qui compte, c'est si toi tu le mets dans un sens, why not? Le mets dans l'autre, why not? Chacun fait comme il veut, c'est la beauté du truc. Exactement. Comment tu es arrivé dans l'horlogerie globalement? Parce que là, on a vraiment fait un focus sur ces 3 Seamaster. À Quartz, quel âge tu as, Alexandre? J'ai 36 ans. 36, ouais. Donc tu te souviens un petit peu de tes premiers émois horlogers? Ah, je m'en souviens très bien, comme si c'était hier. J'ai d'ailleurs encore la chance de pouvoir posséder donc ma première flic-flac, comme je l'évoquais tout à l'heure. Donc avec une pile, naturellement, un minuscule calibre qui n'a même pas spécialement de nom, j'imagine, ou probablement chez Swatch une sombre référence. Oui, j'y suis arrivé un peu naturellement comme ça. Mon grand-père était fan d'horlogerie, avait beaucoup de montres, ça m'impressionnait toujours, et ce depuis le plus jeune âge. Il m'a offert beaucoup de montres étant jeune aussi, pas mal de montres en plastique. J'ai eu beaucoup de Swatch que j'ai adoré, des Pop, des Scuba 200, des ultra fines, voilà, des choses assez classiques. J'étais très très Swatch évidemment. Quand on est enfant, il n'y a pas trop d'autres marques sur lesquelles se tourner, et à mes 18 ans, il m'a offert sa première Rolex qui s'était payée, dont j'ai évidemment été éperdument amoureux. J'en revenais pas. Pour moi, c'était même pas je n'osais pas la porter. C'était vraiment quelque chose. Et après, ma mère, à mes 21 ans, m'a offert une Santos Cartier, qui a un attachement très particulier dans ma famille, parce que tous les membres de ma famille ont une Santos. Alors là, c'est vraiment un truc. C'est venu, je sais pas trop comment c'est venu à l'origine, mais voilà, c'est un peu maintenant la marque de fabrique de notre famille. Tout le monde a une Santos, automatique, bicolore, voilà. Et jusqu'à ce que j'arrive à moi m'acheter ma première montre. Avec tes sous. Avec mes sous, exactement. Voilà. Alors qu'est-ce que tu as pris? Et donc j'ai acheté. Roulement de tambour, les amis. Il a pris une Omega Seamaster à Quartz. Non, je ne connaissais pas ce modèle à l'époque. Non, j'ai pris une montre automatique. Là, tu vas un peu moins être content, mais j'ai acheté une Rolex. Il n'y a pas de problème. Attendez, les amis, c'est très bien Rolex. Non, c'est trop facile à taquiner. Voilà, exactement. En revanche, j'ai pas acheté n'importe quelle Rolex. J'ai acheté une Rolex qui, encore une fois, pour les puristes, n'en est pas une. J'ai acheté une Rolex avec un cadran Mickey. Ah oui, la fameuse qui n'a jamais existé. Exactement. Mais si elle n'a jamais existé, comment tu l'as amenée ou pas? Ouais, tout à fait. Ben voilà. Je te l'ai apporté. Voilà, donc c'est sur une base de. En fait, c'est une Rolex 66-94 ou 94-66. Pardon pour le calibre. Tes auditeurs me reprendront. Donc voilà, donc c'est un mouvement, pardon, j'ai dit automatique tout à l'heure, c'est pas du tout un mouvement automatique, c'est un mouvement mécanique. C'est sur la base d'une Air King, ça? C'est sur la base, alors même pas, c'était encore avant la Air King. Elle est donc du milieu des années 60, celle-ci, et avec donc un dial aftermarket. Alors c'est terrible les amis, mais vous savez que je suis honnête et transparent. Il tient sa montre, etc. Et en fait, ce que je regarde, c'est le bracelet. Ça a l'air d'être un bracelet de chez ABP, ça. Et tout à fait, je me suis évidemment fait un petit plaisir chez ABP en allant les voir. Ça c'est tout de suite vu.
Ça c'est tout de suite vu avec une doublure en veau grainé rouge qui rappelle effectivement la chasuble, le maillot, le chandail. Exactement, tout comme les surpiqûres. De Mickey. Ouais, bah ouais. Alors, et elle a vraiment jamais existé celle-là? Malheureusement, d'après mes recherches, comme je te l'ai expliqué, je suis quand même assez toqué quand je m'intéresse à une montre et de fait, non, elle n'a jamais existé, en tout cas chez Rolex, ni en catalogue. Alors bon, des montres officielles Rolex qui n'ont jamais été cataloguées, il en existe une que je cherche accessoirement en ce moment. Non, mais ils cherchent toutes les montres, les amis. Si vous avez des trucs à vendre, c'est le moment de passer un petit mot en commentaire. Pour que je vous communique les coordonnées d'Alexandre. Qu'est-ce que tu cherches? Alors, je ne suis pas très Rolex, mais je suis très montre atypique. Et donc, en ce sens, j'ai donc cette Rolex Mickey. Et je cherche une Rolex 1530, qui est donc un modèle extrêmement particulier. C'est le modèle qui a la boîte de l'Oyster Quartz, mais avec un mouvement 1570 automatique. Et oui. Bah alors là, tu vas avoir beaucoup de difficultés. C'est très compliqué à trouver, qui plus est dans un joli état. Mais est-ce qu'elle n'est pas... Et elle n'a jamais été cataloguée. Ouais, mais est-ce qu'elle n'est pas uniquement à... Parce que je l'ai en tête, j'ai en tête le fait qu'elle soit automatique, mais pour le coup avec des chiffres romains. Elle existe en index, elle existe en index bâton, tout à fait. Ouais. Comme quoi, c'est une Datejust, de mémoire. Alors, c'est une simplement date. Ok, voilà. Mais ça veut donc dire que ce qu'on qualifie de boîtier Oyster Quartz, en fait, il n'y a pas eu que de l'Oyster Quartz. Il y a aussi quelques très rares avec mouvement automatique. Donc, on pourrait rêver de l'ambition, de l'innovation et des surprises chez Rolex. Moi, personnellement, ça me ferait plaisir. On rêve, mais j'y crois pas du tout. Non, je pense que Rolex aujourd'hui est assis sur une montagne d'or et ils n'ont aucune raison d'aller redévelopper un mouvement quartz. Non, attends, je parlais pas de ça. Moi, je parlais de relancer une Datejust, une Oyster perpétuelle, peu importe comment on l'appelle, avec boîtier et avec bracelet le boîtier, intégré. Tu vois? Et moi je pense que c'est un truc de collectionneur, ça c'est un truc de passionné, j'y crois pas du tout. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Ouais, effectivement, donc ça, qu'est-ce que tu avais dans la tête le jour où tu as acheté ça, quoi? Je voulais une montre atypique et en fait, et encore aujourd'hui, je l'adore pour la simple et bonne raison que je la porte et tout le monde me dit « Ah, c'est drôle, t'as 36 ans, t'as une montre Mickey, c'est sympa » et quand on regarde de plus près, ils me disent « Ah mais attends, c'est une Rolex ». Et voilà, donc oui, j'aime ce petit pied de nez. J'aime qu'on ne voit pas tout de suite ce que je porte au poignet, ça me plaît bien. Ouais. Et après ça, en fait, j'ai bifurqué encore sur d'autres modèles très atypiques. Je me suis intéressé aux montres LED, aux montres LCD, mais aussi aux montres LCD de jolie manufacture. J'ai eu notamment une Breitling Navitimer LCD. Très jolie montre que j'ai eue en full set, pareil, un peu improbable à l'époque. Uniquement LCD? Uniquement LCD. Ouais. Donc pas hybride. Non, c'est pas l'hybride qu'on voit de temps en temps. Non, là elle est uniquement affichage LCD, à un calibre 40 mm. Qui est très ça, les amis, c'est un truc à suivre. Après, ça vous plaît pas, etc. Mais les prix sont en train de s'envoler. Sur que ce soit, alors ce modèle-là que je connais pas, les Speed LCD, n'en parlons pas. Dès qu'en fait il y a une marque de renom, en fait, avec un énorme ADN historique de l'horlogerie, vous avez finalement, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'un point de vue technologique, tu vois? Et c'est là, les amis, où d'ailleurs, petite remarque, je ne l'ai pas invité, Alexandre, c'est lui qui a postulé sur la chaîne. Il s'avère qu'on a mis pas mal de temps à se mettre d'accord parce qu'en fait, on a beaucoup échangé en amont. Et la petite différence qu'il y a entre nous, c'est que moi, ce qui m'intéresse dans cette approche électronique, en fait, c'est la période antérieure au LCD, antérieure on va dire au full quartz, c'est-à-dire la période hybride où tu as encore un spiral, mais tu as une pile, voilà, il y a pas mal de choses. Et la GGR Lecoultre Master Quartz, pour le coup, à l'intérieur, pour la dater, cette montre, c'est assez simple, il y a un chipset Motorola. Motorola, ça vous dit quelque chose, les amis, le fabricant de semi-conducteurs, de processeurs, qui a fait la gloire d'Apple pendant des années avant qu'ils ne changent leur microprocesseur, avec des dizaines de milliers de brevets achetés par Google. Et il y a un petit chipset Motorola dedans, où tu as 4 chiffres, l'année et le numéro de semaine. Ah, c'est drôle. Donc j'en ai une qui est 7227.
Donc 1972, 27e semaine. Ça, c'est la date de fabrication. Rendez-vous compte, bien. cette montre-là, 27e semaine, ça nous amène autour du mois de juillet. D'accord, juillet 72, la Royal Oak de Gerald Genta est sortie en avril 72. On se demande bien comment tous ces designs ont été Je reconnais, moi, c'est aussi ce qui me plaît beaucoup dans les quartz vintage et notamment chez Omega, c'est qu'il y a pléthore de modèles. Oui. Donc vraiment pour des gens qui s'intéresseraient au départ à l'horlogerie, vraiment je vous conseille d'aller voir un peu les montres de ces années-là parce qu'il y a tellement de modèles. Vraiment ils ont été très inventifs à cette époque-là et ce qu'aujourd'hui on ne retrouve plus du tout. Bien sûr. Aujourd'hui tout est très normé, très formaté, très calibré. C'est pour le coup, bon, ça ne va pas vous surprendre les amis, tu vas voir toi non plus, c'est peut-être parmi plein d'autres choses, le grand intérêt d'Omega, c'est la diversité qui a quasiment failli les tuer. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment, ils avaient tellement de modèles qu'ils étaient performants sur rien en termes de productivité. Et quand ça a commencé à saigner et qu'Omega a failli disparaître, hein, il se dit même, quand on regarde les ouvrages historiques, qu'il y a eu des discussions très très avancées avec Seiko. D'accord, et que la Confédération helvétique a mis son veto, qu'il n'était pas question, parce qu'Omega, en fait, c'est pas juste une marque, hein, c'est quand même le navire amiral de fusions successives de marques, etc. Et puis maintenant, c'est le pavillon de Swatch Group. Mais à un moment, ils ont quand même failli crever tellement il y avait de montres. Et la Seamaster, la Seamaster, je n'en dis pas plus parce que j'ai des questions après, mais c'est quand même la carpe et le lapin. Hein. C'est la 3 aiguilles habillée pour aller au restaurant et c'est la Ploprof pour monter dans le Faucon Millenium. Exactement, je veux dire, il y a tout. C'est beau. Donc voilà, et après ça, je suis un peu naturellement monté en gamme, alors toujours en restant dans le quartz, donc comme je te disais tout à l'heure sur de la Breitling Navitimer, j'ai eu une Oyster Quartz. Et là maintenant je suis sur du Audemars quartz aussi, donc voilà, un 36 mm, calibre 56023, une pure merveille. C'est beau ça? Ouais, c'est très beau. C'est du 36 mm ça? 36 mm, ouais. C'est pas mal du tout. Donc tu montes en gamme. Alors j'aime pas trop ce mot-là et en fait ça me ressemble pas non plus parce que typiquement, comme j'ai eu l'occasion de t'en parler, hier j'ai reçu une Eterna ultra plate à quartz toujours, modèle 125, donc qui a été créé pour les 125 ans de la marque, qui m'a coûté, je sais même pas si j'ose le dire, ça m'a coûté 270 €, frais de port compris. Je vous la mettrai en photo les amis, c'est très très particulier. C'est d'une finesse, elle fait combien celle-là? Elle fait 4 mm? Même pas, je pense. Ouais. C'est assez incroyable. Donc tu es très éclectique, mais tu restes dans le quartz. Je suis très éclectique. Alors, je reste pas nécessairement. T'as acheté une montre mécanique dernièrement? Non. Si, j'ai acheté une Audemars 4100, voilà, mais… Une 36 encore, ça? Une 36 encore, t'imagines avec mon petit poignet, j'ai pas trop poignet, et puis il n'y a pas de boucle déployante extensible, puisqu'on n'est pas dans le vrai sport chic. On est uniquement dans le sport chic. Exactement, tout à fait. Mais en fait, tu es spécialisé, les amis. Si vous ne savez pas quelle pile mettre dans votre montre, si c'est de l'oxyde d'argent ou quoi que ce soit, c'est ça. Si c'est une Renata ou autre chose, vous me contactez, je vous mets en contact avec Alexandre, il connaît toutes les références de piles. C'est à peu près ça. Pas vraiment, mais admettons. Non. Non, tu changes pas tes piles toi-même? Alors je change mes piles moi-même pour les modèles que j'arrive à ouvrir. Après, je ne suis pas un spécialiste S-pile, mais c'est un grand kiff. Ça. Moi, les amis, pour le coup, je change toutes les piles perso parce que quand j'achète une montre, le premier truc que je fais, c'est que je l'ouvre. Moi aussi, alors typiquement… Donc forcément, la pile, je me renseigne, etc. Puis là, c'est vraiment sympa. Ouais, alors une de mes dernières acquisitions aussi, alors là, tu vas me dire, oui, mais c'est énorme, qu'est-ce qui t'a pris d'acheter ça, vu qu'en plus, j'arrête pas de parler de finesse de boîtier, tout ça. J'ai acheté encore une Omega Albatros. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. C'est une Omega qui a été… On va l'afficher comme ça, on verra de quoi on parle. Exactement, qui a été faite, qui est sortie pour les JO de Montréal. Ok, oui. Non, mais elle est double affichage. C'est ça, digital et analogique. Et analogique, exactement. Et donc de fait, elle est rectangulaire. Elle est rectangulaire, elle est vraiment très grosse. Ouais. Et pareil, petit coup de cœur, prix incroyable, voilà, j'ai foncé. C'est un peu le boîtier, les amis, dites-moi si je me trompe, dis-moi si je me trompe, Alexandre, de la Omega Time Computer One.
c'est-à-dire celle à LED, c'est-à-dire très très rectangulaire avec un gros bracelet là. Ouais, alors le bracelet est assez similaire de fait. Ouais. Après le boîtier est infiniment plus gros évidemment, mais ouais, ça, en tout cas on est dans la veine de, on sent bien le design de ces époques-là. Les amis, on va passer au célèbre quiz. J'ai concocté des questions sioux pour notre ami Alexandre. J'ai bien peur qu'il ne trouve toutes les réponses. Alors, est-ce que tu es prêt, Alexandre? On va essayer. Alors, évidemment, là, le champ des possibles avec Omega est extrêmement vaste. Tu es prêt? Alors, cherchez l'erreur parmi ces 3 modèles de Seamaster. Hein, je récapitule parce que parfois, il y a une incertitude sur la question. Je te donne 3 modèles. L'un de ces 3 modèles est un intrus. Est un intrus, Okay. donc n'a pas existé. D'accord? Ah, n'a pas existé, d'accord. Voilà, est un intrus. Donc. Réponse A, Omega Seamaster Polaris. Réponse B, Omega Seamaster Récif. Réponse C, Omega Seamaster Abyss. Donc, je le vois où il est en train de se dire, merde, qu'est-ce qui me sort là? Donc ça, c'est 3 modèles Omega Seamaster. L'un des 3 n'a jamais existé. À mon sens, c'est la Abyss, mais sans grande certitude. La Récif, je la connais. Ouais. Ouais, je pense que c'est la Abyss. Eh oui, c'est une bonne réponse. Là, je te dis bravo parce que soit c'est un comédien absolument magnifique, tel Jean-Marc Barr, il est déguisé en Jacques Mayol, ou alors c'est un coup de chance, quoi. Ouais, oui. Alors, effectivement, la Récif, c'est une tuerie. Ah ouais, c'est absolument magnifique. Il y en a différents modèles, mais quand même celui qui est très très sympa, c'est qu'il y a une lunette où on a l'impression qu'elle est faite pour poser ses 4 doigts avec des crans, etc. C'est beau, c'est très 80s comme logique. Le traitement du bracelet. Ouais, c'est très très sympa, ouais, avec un bracelet magnifique. Polaris, ça te dit rien? Comme ça m'évoque, mais je la visualise pas, non. Ah, Polaris, c'est absolument magnifique. Je pense qu'en plus, toi qui aimes le Biton, c'est un modèle qui est en acier, en titane, parfois en tantale, très, très années 80, mais qui a, je ne saurais pas comment le décrire, comme une maille, comme une espèce de grillage, mais uniquement en impression dorée. D'accord. C'est absolument magnifique. Ils en ont fait aquark, ils en ont fait je vois très mécanique, bien ils en ont laquelle fait c'est, pardon. chrono. Si, je vois très très bien laquelle c'est. C'est beau comme tout, c'est très typé. On se demande bien qu'est-ce que ça fait dans la gamme. Oui, elle est très galbée. Ouais, c'est ça. Je vois très très bien laquelle. Magnifique, bien évidemment. Vous la voyez en fait. à l'écran, elle est absolument superbe. Elle est sortie en LED aussi, enfin en bi-LED. En LCD. En LCD, pardon. LCD et analogique, effectivement, en chrono. Petit format, moyen format, probablement, comme tu l'as dit, midi, maxi. Bon, tout ça, c'est pas mal. Personne n'y croit à la Seamaster Abyss. Bah ouais, forcément, ça aurait pu être... C'était un joli clin d'œil à Jacques Mayol. Ça aurait pu être le cas, bien sûr. Et oui, on se souvient du film Abyss de James Cameron. Et James Cameron, lui, forcément, je veux dire, il fait partie de la galaxie Rolex avec la Deep Sea, bien évidemment. Et pour le coup, Ed Harris, qui est le personnage central du film, lui avait une Seiko 6309 avec un boîtier en forme de tortue, très classique de chez Seiko, avec la couronne de remontoir à 4 heures. Tu vois, voilà. Mais bon, tout ça c'est bien. Hein, les références cinématographiques, c'est normal. Aujourd'hui, on parle du Grand Bleu finalement. Donc tu mènes 1-0. Ça te va ou pas? Parfait. Alors, justement, puisqu'on parle du Grand Bleu, j'ai une petite question sur ce sujet-là. Dans le film Le Grand Bleu de Luc Besson, jusque-là, tout va bien. Pour l'instant, ça va. Jean Reno, qui incarne dans le film Enzo Molinari, mais dont le vrai nom est Enzo Maiorca, il porte une montre. Laquelle? Ah, tu vas me coincer là, c'est sûr. Laquelle? Réponse A, une Yema Superman. Réponse B, une Omega Seamaster 600. Réponse C, une Citizen ProMaster Aqualand.
Vraiment, là, c'est au hasard. Attends, tu peux être soit le hasard, soit les déductions, soit tu me regardes dans le blanc de l'œil. Tu vois. Non, je sais pas. Je partirais. Je sais pas pourquoi je partirais. Alors que vraiment, je n'y connais rien, mais je partirais bien sur la Citizen. Citizen, comme nous disait Francis Perrin. C'est ça. Hein, Citizen, et oui, bonne réponse, Citizen. Bon, c'était un peu un. C'était facile quand même. Non, mais c'était facile dans le sens, bon, on pouvait le déduire. Pourquoi pas une Yema Superman, montre française. Bon, c'est pas de cette époque-là. Je suis pas sûr qu'à l'époque du Grand Bleu, Yema était encore en vie. Hein, ils sont revenus récemment, etc. Ouais. Mais Yema Superman, première montre française lancée en 63, étanche à 300 mètres. Jean-Marc Barre, qui jouait Jacques Mayol, lui avait une Omega Seamaster 600. D'accord. Et effectivement, Jean Reynaud, lui, avait une Citizen ProMaster Aqualand. Je vous mets les références. Et pour le coup, j'ai découvert, puisque pour le coup, je suis quand même bien obligé de préparer des questions. Je ne sais pas trop ce qu'il va me raconter. Enfin, je sais qu'il va me parler de ses montres. Donc, je cherche, je creuse. Et bien, cette Citizen, elle est toujours au catalogue de Citizen. Ça alors, d'accord. Tu vois, pas mal. Hein. Beau, hein. Donc, c'est effectivement une montre très sportive, bracelet en synthétique, etc., etc. Il mène 2-0. Donc pour le coup, je lui ai gardé la question la plus difficile pour la fin, parce que je pensais que j'avais quand même un client. Donc voilà, donc si tu veux repartir avec les hurrahs de la foule, hein, il faut que tu mouilles le maillot là. Hein. Ok. Hein, ok. Allez, troisième et dernière question. Décédé en 2001, Jacques Mayol a participé au développement d'une Seamaster dédiée à l'apnée. Réponse A, Omega Seamaster Apnea. Réponse B, Omega Seamaster Snorkel. Réponse C, Omega Seamaster Dolphin. Ah zut, tu mets le doute d'un coup. Est-ce que c'est l'apnéa ou la Dolphin? Vous vous rendez compte, le nombre de Seamaster, le jour où j'arrive à connaître tous les modèles de Seamaster, il n'est pas arrivé tellement il y en a. Je pense que c'est la Dolphin parce que je vois quand même très souvent cette référence associée à son nom. Donc du coup, j'ai envie d'imaginer que c'est celle-ci. Aïe, il est tombé dans le panneau. Oui, Jacques Mayol, son surnom en France, en Italie, au Japon, c'était l'homme dauphin. Oui. Mais non, c'est l'apnéa. Figure-toi. Non, la Snorkel, Dolphin n'ont jamais existé. L'apnéa, il a participé au développement. C'est une montre qui est sortie en 2003. Tu vois à quoi elle ressemble? Je vois très bien. Vraiment, je vois très bien. Voilà, avec un cadran blanc ou noir et avec 7 guichets qui sont entre les index de 9h et 3h et qui, avec un bouton poussoir qui est à 14h, un peu comme une Omega Chronostop, mesure où chaque guichet se remplit de rouge. Premier au bout d'une minute, le deuxième 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 7 minutes, etc. Pourquoi? Parce que à cette époque-là, plonger en apnée en profondeur plus de 7 minutes, ça commençait à être difficile. Et forcément, depuis, les choses ont augmenté. Franchement, en cadre noir, une superbe montre. Et au dos, elle est labellisée Jacques Mayol avec une gravure qui n'est pas l'hippocampe, mais qui est un dauphin. Voilà, en symbole à Jacques Mayol. Exactement, et c'est ce qui m'a induit en erreur d'ailleurs. Celle-là, il t'intéresse pas ce modèle? Non, il ne m'intéresse pas, il est trop neuf pour moi, il ne m'intéresse pas du tout. Bon, voilà, voyez, et regardez, il a 36 ans. 36, hein, ouais. C'est ça, 36, il s'intéresse aux montres vintage des années 80. Là, cette apnéa, elle a 20 ans de plus. Un jour ou l'autre, elle rentrera dans des montres vintage. C'est un modèle qui n'a pas du tout marché. C'est ça qui est intéressant, c'est que les modèles qui n'ont pas marché, qui sont devenus des tueries, alors si ça marchait toujours comme ça, il faut se précipiter sur une apnéa. Non, si une montre vous intéresse, c'est qu'elle vous intéresse pour le design, elle vous intéresse parce qu'il se passe quelque chose, etc. Si c'est juste pour le pognon, pourquoi pas, hein, vous avez le droit de le faire, il n'y a pas de souci, mais à ce moment-là, franchement, venez à une prochaine émission que je vais organiser, petit Bitcoin entre amis, là vous aurez plus d'opportunités, par contre c'est beaucoup plus risqué. C'est pas mal, hein. Franchement, avec tout ce qu'il nous a raconté, là, si j'avais des goodies à distribuer, dites-moi si vous voulez que je ramène des goodies, les amis, pour les vainqueurs du quiz, parce que tu as quand même gagné.
mais ça mérite presque les ovations d'un 3-0, même si ce n'est pas complètement le cas. On enchaîne avec la séquence suivante, recto verso. Est-ce que tu as d'autres passions dans la vie? Parce que là, ça te prend du temps, ça te prend de l'énergie. Ça me prend de fait un peu de temps et aux grandes dames de ma compagne qui trouve que je passe un peu trop de temps sur Internet à faire des recherches. Et est-ce qu'elle sait qu'elle va se retrouver sur YouTube? Tu vas te retrouver sur YouTube maintenant? Maintenant, elle le sait. Bisous chérie. Oui, en fait, j'ai été dans mes jeunes années, j'ai été très très fan de sneakers. Ouais. Comme souvent les gens de mon âge, mon modèle quand j'avais 10 ans, c'était Michael Jordan. Donc voilà, mécaniquement, je suis arrivé rapidement. Donc ça, c'est les Jordan, ça? Exactement, tout à fait, une paire de Jordan. Donc j'ai épuré une grande partie de ma collection parce que à un moment, ça prenait vraiment trop de place. Et lorsque mon fils est né, il a fallu que je libère un peu de place. Sa maman trouvait que ça prenait vraiment. T'en as eu combien de sneakers? J'ai eu, alors bon, pas tant que ça, mais je suis monté jusqu'à 60-70 paires. Les amis, c'est beau. Alors pour ça. un vrai collectionneur, c'est pas tant que ça. Ouais, surtout maintenant quand on voit le nombre de modèles. C'est-à-dire qu'à l'époque, il sortait un modèle par mois. Maintenant, il sort un modèle tous les jours, voire plus. Donc c'est sûr que tout ça s'est accéléré, Nike a bien compris. Et en plus, l'accès à l'information comme quoi ça sort, c'est accéléré. Évidemment. Ouais. Tout ça s'est accéléré, Ouais. donc bon, c'est vrai que ça ne veut plus rien dire. La différence en plus aujourd'hui, c'est que c'est un marché coté. Moi à l'époque, quand j'étais collectionneur, c'était pas encore le cas. Quand j'ai vendu toutes mes chaussures, ça commençait un peu à être coté et c'est vrai que j'ai fait des plus-values absolument incroyables auxquelles je ne m'attendais pas moi-même. Mais voilà, c'est ce qui m'a permis en tout cas de mettre un pied dans la collection. Ouais. Et donc petit à petit, bifurquer sur l'horlogerie. Tu te souviens de, je lui donne le bonjour, Maxence, très bien. avec Je et me déjà souviens à très bien l'époque, de son il me disait, il street avait watch, 200 pompes, je me disais c'était monstrueux, mais il m'avait déjà dit, alors, est-ce qu'il me l'avait dit en off, je me souviens plus, mais il m'avait dit, ouais non mais c'est pas beaucoup, il y a des collectionneurs qui en ont beaucoup plus, mais on a remarqué quand même un truc, c'est que dans une boîte de Air Jordan, ou de n'importe quoi d'autre d'ailleurs, tu ranges toutes tes montres. Voilà, exactement. Si tu les empiles un peu, c'est sûr qu'en termes de volume, en termes d'espace, c'est pas mal. Mais quand le petit est arrivé, il a fallu vider la pièce avec les boîtes de chaussures. Pour mettre des couches. Mais t'en as gardé quand même quelques-unes? J'en ai gardé, non, très franchement, en fait, les seules que j'ai gardées, ce sont des chaussures que je porte. Donc oui, j'en ai gardé une petite quinzaine de cette époque-là, mais pas plus. Est-ce que tu penses que tu y reviendras? Non, je pense pas. Non. Je garde toujours un œil dessus et j'ai des amis qui, eux, sont vraiment encore très dedans. Donc oui, j'aime bien comme ça, mais je trouve que en fait, c'est devenu trop codifié, et puis c'est trop devenu, il y a trop de monnaie là-dedans, et ça me plaît plus. On a l'impression qu'aujourd'hui, les gens achètent ça que pour faire un bénéfice. Nike sort des séries tellement limitées que de toute façon, même si on la veut, pour la dropper, il faut être le premier à taper au bout de 2 secondes à 9 heures, c'est impossible. Donc, et on le voit d'ailleurs, Jordan qui a sorti une collaboration avec Dior. En fait, quand on allait chez Dior, on se rend compte qu'il disait 95% des acheteurs l'ont fait que pour la revente. Oui. Oui, on achetait une paire 1 800 €, on pouvait la revendre 6, 7, 8, 9 000. Mais ça, c'est donc que de la spéculation. C'est la problématique qu'il y a sur tous les objets qui se collectionnent, c'est-à-dire qu'à un moment ou un autre, ça devient un truc où il y a de l'argent à faire et donc ça attire des personnes qui n'ont pas d'appétence pour ça. Et c'est la même chose sur l'horlogerie. Exactement. Alors sur l'horlogerie, c'est sûr. Oui, c'est sûr qu'avec Rolex aujourd'hui, je me défie d'aller chez un AD et de repartir avec une montre, mais une montre neuve. Mais oui, de fait, il y a la même spéculation, mais qui est générée par les marques aussi en fait. Mais bien sûr, mais le paradoxe, il existe quand même de façon similaire. C'est-à-dire que, regarde, là, aujourd'hui, on vient de faire, les amis, une énorme promotion pour nos amis d'Omega avec un vrai ambassadeur de montres vintage Omega à quartz. La trajectoire des prix de T-Omega, de toute façon, elle suit la trajectoire actuelle. C'est sûr qu'on est dans le sillage des grosses locaux de Rolex et compagnie, c'est sûr. C'est-à-dire que mécaniquement, tout augmente. Ouais, donc ce que je veux dire, c'est que, somme toute, même si toi, et beaucoup d'entre nous sur la chaîne, les amis, le font par passion, émotion, intérêt, etc., à un moment ou un autre, tu pourrais te retrouver avec tes montres dans la même situation dans laquelle tu t'es retrouvé avec tes chaussures,
et finalement, tu n'es pas mécontent de faire une plus-value. Donc, c'est-à-dire que vivons cachés, vivons heureux avec nos passions, bah ouais, mais la passion, si elle ne se partage pas, c'est compliqué quand même. Bien sûr, ouais, donc on se dit, bah, plus on la partage comme je le fais sur la chaîne, je veux dire, je veux dire, on devrait fermer notre gueule avec Alexandre sur le fait que ça c'est super comme monde parce que ça va vous donner envie. Si ça vous donne envie, on va se retrouver à être concurrents et ainsi de suite. Mais c'est ça la beauté du truc. Mais le collectionneur, même s'il ne fait pas les choses par investissement, bah, somme toute, un jour ou l'autre, il sera impacté positivement par cette Bien sûr, situation. non, mais c'est vrai. Après, moi, c'est vrai que j'ai été très collectionneur, comme je te l'expliquais en amont. J'en ai aussi beaucoup vendu parce que moi, ce qui m'intéresse avec les montres, c'est de leur redonner vie. Moi, j'ai aucun problème à acheter des montres en mauvais état et les remettre bien. Parce que oui, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de leur redonner vie. Si c'est pour qu'elles restent dans mon tiroir, ça va pas trop m'intéresser. À quel horizon tu vois ça redonner vie ? Quand tu achètes une montre? Alors quand j'achète une montre, je me donne pas de limite, évidemment. Bon, plus c'est rapide, mieux c'est. Mais bon, typiquement, je te parlais tout à l'heure d'une Omega Albatros. J'ai un souci sur cette montre que je suis en passe de résoudre. Mais bon, on est quand même donc sur du vintage. Les pièces sont compliquées à trouver. Voilà. J'ai petit à petit mes fournisseurs, mais c'est quand même complexe. Donc là, je me fixe jamais de délai. Voilà. Quand j'achète une montre avant tout. Mais donc tu l'acceptes ça? Ah oui, tout à fait. Voilà, c'est ça le message. J'achète en connaissance de cause. Voilà, c'est ça le message que je voulais vous faire passer, les amis. C'est-à-dire que moi, j'en ai acheté, je vais en acheter, j'en achèterai des montres où je sais parfaitement qu'elles ne marchent pas. Et pour moi, aujourd'hui, dans ma trajectoire personnelle, c'est pas grave parce que ce n'est qu'une question de temps jusqu'à ce que j'arrive à trouver le spécialiste, la personne avec qui on va pouvoir échanger et qui va lui redonner vie. Donc ça prendra 1 mois, 6 mois, 2 ans. Moi, ça ne me pose pas de problème. Et c'est pour ça qu'il faut que vous preniez le temps quand vous achetez du vintage, c'est-à-dire le temps de comprendre ce que vous achetez, le temps de comprendre les problématiques auxquelles vous serez confrontés et le temps long d'acheter une montre comme ça. Si vous voulez acheter une montre vintage qui marche nickel chrome, qui n'a jamais de problème, que vous pouvez porter tous les jours, ben n'en achetez pas. C'est aussi simple que ça. Et là, pour le coup, c'est la même problématique. C'est la même problématique que les voitures. Hein. Donc, le plan de on va acheter aux enchères des montres à pas de prix, portées par des vedettes, par des trucs, et puis vous avez des journalistes, des blogueurs qui vous disent mais ces montres, on les porte, on les trucs, on les machins. Je veux dire, les montres qui sont vendues aux enchères en centaines de milliers d'euros, c'est des montres de coffre et de tiroirs, c'est un investissement. Et il n'y a pas de problème. Moi, je suis aussi investisseur dans d'autres domaines. Il n'y a pas de problème là-dessus. C'est juste qu'il faut juste comprendre le marché sur lequel vous êtes. Et le vintage, là, on est à 2000, 3000 euros sur les modèles dont tu nous as parlé. C'est beaucoup d'argent pour beaucoup de Français et beaucoup de gens dans le monde. Il ne faut pas se leurrer là-dessus. Mais on est quand même sur quelque chose au regard du monde en tout cas, dans la de collection on est sur de l'accessible. Voilà, qui est accessible, les amis. J'espère que tout ça, ça vous donne envie. Vous avez bien compris qu'on pouvait être collectionneur d'un truc et puis ne plus l'être. Et je serais curieux de te revoir à Petite Montre entre amis, saison 13, dans 10 ans. Mais bon, je suis sûr qu'on se reverra comme on se revoit toujours avec tous les invités. Peut-être que tu me diras, en fait, je me suis remis aux sneakers quand même parce que le petit a grandi, j'ai récupéré la pièce et tout ça, etc. Hein. Mais bon, là, on coupe pour que ta nana n'entende pas ce que je dis. On enchaîne sur la dernière partie de cet épisode absolument passionnant, ta prochaine montre. Donc là, ta prochaine montre, bon, exceptionnellement, je te laisse la possibilité de répondre avec 2 montres. C'est-à-dire que celle, parce que tu nous as déjà dit la Jacques Mayol en or. Voilà. Bon, ça c'est en vrai, oui, j'adorerais, mais voilà. Bon. Elle est introuvable pour l'instant. Celle qui est déjà dans le tuyau, parce que je suis sûr qu'il y en a, que tu pourrais recevoir ou que tu vas recevoir, et puis celle où tu te dis, ouais, ça fait un bout de temps que je la cherche là, mais réellement, c'est pas un Graal, tu vois, c'est pas une espèce de chimère, un rêve, tu vois. Alors là, je pense à 2 modèles. Un premier que je viens de remporter aux enchères dimanche dernier, donc j'ai hâte de la voir. C'est une Cartier Tank Stepped Jumbo. C'est un modèle très particulier, c'est une très très grosse tank. Donc tank, je vois bien. Jumbo, ça veut dire qu'elle est grande. Elle est très grande. Donc elle est quoi? Elle est des années 70, manuelle, pardon. Ouais, et step. Pourquoi step? Parce que en fait, le cadran est avec comme des marches. C'est beau. Donc en fait, elle est un petit peu épaisse.
mais bon, enfin un petit peu épaisse. Dans les années 70, on ne fait pas non plus encore, c'est pas une Royal Oak Offshore. Donc, elle a quand même une petite épaisseur et elle a 3 petites marches sur tout le tour, sur tout le pourtour du cadran. C'est absolument somptueux. Cadran blanc, aiguille glaive, chiffre romain. Cadran chocolat, index doré. Attends, cadran chocolat. Chocolat d'origine ou marronasse de patine? Marronasse de patine. Ah oui, non mais je le chauffe un petit peu. Mais donc d'origine, il était de quelle couleur? Non, je pense qu'il était vraiment marron. Il était vraiment marron? Tout à fait. Ouais. Oh, les amis, ils nous donnent envie. Je vais afficher. Tu l'as déjà ou pas? Tu l'as reçu? Je ne l'ai pas encore reçu, mais j'ai déjà des si vous voyez là, à côté de moi, une photo, c'est qu'il l'a reçu. Ok. Voilà. Quelle plateforme tu as utilisé? Au départ, je l'ai trouvé sur Interenchères. Et après, j'ai contacté en direct la maison de vente qui la vendait parce que je préfère passer en direct. Je trouve que ça évite les intermédiaires, c'est toujours plus simple. Donc, tu l'as acheté avant la vente? Non, je l'ai acheté le jour de la vente. J'ai eu la chance de l'avoir. J'ai bidé en direct. Tu as enchéri en ligne? Oui, tout à fait, au téléphone. En fait, j'ai appelé la maison de vente en direct et j'ai enchéri. Interenchères, quel prix? Je l'ai eu 1500 €. Bam, 1500 €, une Cartier 70 atypique. Voilà, c'est beau. Acier? Elle est plaquée or. Plaquée or, ok. Il aime bien quand même le truc un peu où ça claque, où ça pète, où il y a de l'or. Ok, donc ça, tu viens de l'acheter? Donc ça, voilà, je viens de l'acheter. Et celle que tu recherches? Celle que je recherche, donc bon, je l'ai évoqué tout à l'heure, une Rolex 1530. Sinon, celle que je recherche aussi, avec un plaisir non dissimulé, c'est une Tank toujours, Cartier, basculante, mais avec un fond de boîte transparent. Qui laisse découvrir donc le modèle, le mouvement manuel à travers. C'est sorti en quelle année ça? Donc ça a dû sortir aux alentours de 2000, 2003 dans ces eaux-là. J'ai plus exactement les années en tête. C'est extrêmement rare. Je connais 2 comptes Insta qui en ont eu une fois, une passée. Voilà, c'est très particulier aussi et ça n'a d'intérêt que pour celui qui la porte parce que quand on la voit, évidemment on ne le voit pas et il n'y a que quand on retourne le côté basculant que là on découvre le mouvement. Je trouve ça vraiment… Donc la basculante, vous pouvez la retourner pour la protéger au départ, puisque c'est la même logique, c'est sorti un an avant ou un an après la Reverso. Un peu après quand même, mais voilà. Ouais, mais bon, l'idée c'était de protéger le verre, et puis tu peux la mettre comme ça à la verticale pour avoir un petit leurre sur ta table de chevet. Exactement. C'est pas mal, c'est pas mal du tout. Mais dis donc, tu serais pas en train d'avoir un petit problème avec Cartier comme tu as un problème avec Omega? Non, je suis pas du tout là-dedans. Bon, après, quoi que ceci, c'est vrai que je t'ai dit, j'ai une Santos, j'ai aussi une extra plate en or que j'ai récupérée de feu mon grand-père. Ouais. Non, j'ai pas d'acquaintance particulière avec Cartier. Là, ça s'est fait comme ça. Mais non, je suis vraiment ouvert à tout. Tous les jours, tu chines sur Internet? Ouais, je passe un peu de temps. Tes trois endroits de prédilection pour chiner, c'est quoi? On a compris Interenchères, www.interenchères au pluriel.fr. C'est une plateforme qui retransmet en fait en live, lorsqu'elles sont en live, les ventes aux enchères qu'il y a en France. Donc, et en Europe. Et en Europe, mais quand même principalement en France, c'est plus Drew Online, Drew Live qui fait en Europe. Alors l'intérêt c'est quoi? C'est que vous avez finalement les grosses maisons de vente ne sont pas sur Interenchères, même s'ils y viennent de plus en plus, elles sont sur Drew Live ou Drew Online. Là vous pouvez avoir la petite vente de Trifouilly-les-Oies. Où il y a des bibelots, des breloques, des conneries, des poupées, des landaux, des affiches, des vases, des fauteuils, du mobilier. Et puis il y a une boîte avec à l'intérieur, il y a une montre. Si vous regardez bien, si vous êtes un peu, un peu joueur. Oui, et un peu chineur. Voilà, et un peu chineur, à essayer de vous poser la question, c'est quoi, est-ce que ça correspond et franchement, le problème étant effectivement qu'en vente aux enchères, qui plus est online, et vraiment je veux absolument pas insulter les experts qui font les ventes, mais il y a assez peu de références. Souvent, il y a écrit juste montre Cartier, il y a 0 référence. On sait aussi rarement, donc attention avec les ventes aux enchères parce qu'on sait rarement l'état des mouvements et surtout il n'y a aucune garantie quand on achète en vente aux enchères. Donc vraiment attention au prix que vous mettez et surtout n'oubliez pas qu'il y a des commissions de vente.
généralement entre 20 et 30% supplémentaires à rajouter après le prix marteau. Donc voilà, ayez bien ça en tête quand même avant de… Attends, il n'y a aucune garantie. Juste sur un point, s'ils affichent une montre Cartier et que c'est une fausse, ils la reprennent. Ça bien sûr, oui. Ils assurent évidemment l'authenticité. Mais en revanche, si elle ne fonctionne pas, c'est pour vous. Donc ça pose la question, les amis, de qu'est-ce qu'une… Je me souviens plus si j'en ai déjà parlé de ça dans un épisode. Qu'est-ce qu'une bonne affaire? Voilà. Si une bonne affaire, c'est d'acheter une montre vintage, full set, nickel chrome, validée par un marchand, ça s'appelle acheter une montre au prix du marché, faite par les marchands. Moi, j'appelle pas ça une bonne affaire. Une bonne affaire, c'est de réussir à acheter quelque chose qui vous plaît, d'abord petit 1, que vous aimez, et que vous pouvez essayer d'acheter dans des conditions économiques qui est plus intéressante. C'est toujours pareil. Si toi, demain, tu vois passer une Jacques Mayol, tu vois, qui te plaît, qui t'intéresse, etc., bah, toi, tu vas te dire, bah, attends, je l'ai déjà, si je l'achète au même prix que celle que j'ai déjà, et qui est exactement dans le même état, je ne fais pas une affaire. Donc en quoi, tu vois? Et qu'est-ce que tu penses de cette notion? C'est quoi une bonne affaire? Pour moi, la bonne affaire, c'est juste acheter une montre au prix qu'on estime soi-même être le prix correct. Ce qui fait qu'en fait, il n'y a pas de bonne affaire. Comme tu le disais tout à l'heure, pour moi… Il y a la bonne affaire si c'en est une pour toi. Voilà, il y a la bonne affaire si c'en est une pour toi, si mettre le prix qui est demandé par le vendeur te convient. Moi, ça m'est déjà arrivé d'acheter des montres très chères parce que je la désirais tellement que c'est le prix de l'acquisition à ce moment-là. Et soit, et ça m'allait très bien, vraiment. J'ai pas eu du tout l'impression de faire une mauvaise affaire. C'est là où donc chacun voit midi à sa porte. Exactement. Voilà, et c'est ça qui compte, les amis, c'est que vous vous disiez est-ce que j'ai envie de cette montre ou pas, et non pas, voilà, je reçois tout un tas de messages, peut-être toi aussi avec ton compte Instagram. Xavier, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est une bonne affaire? Est-ce que c'est un truc? Est-ce que c'est un machin? Vous l'achetez pour vous, cette montre. Exactement. Et vous l'achetez pour vous et pas sur ce que les autres vont en penser. Voilà. Donc si vous l'achetez pour vous… Ne tombez pas dans le piège de penser à ce que vont penser les autres. Voilà, surtout pas. C'est acheter pour vous avant tout. Et après, tout dépend de votre logique. Vous voulez acheter pour vous pour collectionner, vous voulez acheter pour vous pour investir. Ça peut arriver aussi, évidemment, et il y en a de plus en plus. Mais voilà, sachez au départ, identifiez d'abord le pourquoi vous achetez. Je pense que c'est compliqué de se dire je vais acheter une montre que j'aime et en même temps je veux de l'invest. Voilà, c'est compliqué, même si bon, je dis ça. Mais il y en a plein comme ça. Je tends à ça aussi. Moi, je suis incapable d'acheter une montre que j'aime pas, mais même si c'était que pour de l'invest, je suis incapable d'acheter une montre que j'aime pas. Mais voilà, je pense qu'il faut bien identifier et ensuite, bah oui, s'écouter quoi. Voilà. Donc la valeur, c'est un truc additionnel, sauf si votre truc c'est d'investir. Et si c'est votre truc c'est d'investir, eh bien tant mieux pour vous. Et si ça marche pour vous, tout le monde est content. C'est ça le sujet. Exactement. Voilà, donc votre émotion c'est ce qui compte. Celui qui sait ce qu'elle vaut cette montre, c'est celui qui la porte. Il y aura toujours quelqu'un. De toute façon, vous savez, on est toujours le con de quelqu'un. Et bien avec une montre, c'est pareil. Il y aura toujours quelqu'un qui vous dira c'est une daube. Combien de fois on peut entendre c'est une montre à quartz, c'est une daube? Eh bien, vous avez l'expression d'un collectionneur super pointu, passionné de quartz, avec plein d'idées, plein de modèles. C'est ça la passion des montres. Alexandre, merci beaucoup. Merci Xavier. Salut les amis, à bientôt. Salut les amis, merci.